Une armada de puissantes machines. Une foreuse qui creuse des puits à des kilomètres sous l'eau. Un navire qui pose des pipelines au fond de l'océan. Et une immense plateforme de gaz conçue pour flotter dans le tumultueux golfe du Mexique. Voilà les éléments d'un projet audacieux, la construction d'un réseau de puits de gaz naturels et de pipelines à une profondeur record, 2700 mètres sous l'eau. Cependant, la saison des ouragans approche. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Le golfe du Mexique. Ces eaux abritent l'un des gisements de gaz les plus riches au monde. Un projet ambitieux est en cours pour extraire cette énergie des fonds marins. Il est baptisé Independence Project. Objectif, creuser des puits et installer des pipelines pour acheminer du gaz naturel vers une plateforme centrale puis vers la côte où il sera vendu. Les réseaux de gaz naturel existent depuis longtemps dans la région. Ok, ça descend. Mais aucun projet de plateforme n'a encore jamais été réalisé à cette profondeur. Depuis des années, on trouve des milliers de puits sous-marins dans les eaux peu profondes du golfe du Mexique. Ils fournissent 20% de la consommation domestique de gaz naturel aux États-Unis. Mais la demande ne cesse d'augmenter et les puits du Golfe fonctionnent déjà à plein rendement. Les compagnies d'énergie savent depuis longtemps qu'il existe des réserves de gaz dans les eaux profondes de la région. Mais jusqu'ici, la technologie ne permettait pas de forer sous le plateau continental à 2700 mètres de profondeur. C'est le projet de forage en haute mer le plus audacieux qui ait jamais existé. Depuis des mois, plusieurs navires géants construisent un vaste réseau sous-marin de canalisation de gaz. Ils doivent relever 5 défis majeurs. Creuser 15 puits à 2700 mètres sous l'eau et à environ 5000 mètres dans le sol marin sur une étendue de 2900 km². Mettre en place des pipelines pour relier chaque puits à une plateforme centrale. Poser des câbles le long des pipelines afin que les ingénieurs sur la plateforme puissent contrôler le flux de gaz de chaque puits. Installer des piliers massifs appelés aussi piles pour fixer la plateforme centrale au fond de l'océan. Et enfin, construire un énorme gazoduc pour acheminer le gaz de la plateforme vers la terre ferme à plus de 200 km de là. La plateforme est en cours de fabrication à Ingleside, au Texas. Une fois installée dans l'océan, elle sera le nœud du réseau. Elle purifiera le gaz et l'acheminera jusqu'à la côte. Mais d'abord, il faut construire un réseau de gaz. C'est là qu'interviennent plusieurs navires géants. Le Deepwater Millennium effectuera la première mission, creuser les puits. Puis le Loreley construira un réseau de pipelines pour relier les puits à la plateforme centrale. Le Toisa Perseus installera des câbles de commande le long des pipelines. Un seul navire peut s'attaquer à l'étape suivante, la construction du gigantesque gazoduc jusqu'à la côte. Le Solitaire. Enfin, le Boulder sera chargé d'installer les énormes piliers de fixation. Pendant ce temps, une autre série de puissantes machines construit la plateforme centrale. La plateforme est grande comme un pâté de maison. Pour pouvoir flotter au-dessus des gisements de gaz dans le Golfe, elle devra être transportée par ce gigantesque bateau à 4 tours, le Mighty Servant 3. Monter la plateforme massive sur la coque du navire ne sera pas chose facile. Il faudra faire appel à ces énormes appareils de levage qui ressemblent à des grues.
Pour installer le réseau de gaz et assurer son fonctionnement, chacune de ces machines devra accomplir sa mission sans faute. Mais la nature peut venir perturber les projets les mieux préparés. Le golfe du Mexique est connu pour ses violentes tempêtes, et l'été est la saison des ouragans. Sept tempêtes importantes ont fait de l'été 2005 la saison de tous les records. Cette année, ce pourrait être encore pire. Première étape, mettre en marche les puits de gaz que le Deepwater Millennium a creusés voici quelques mois. La tige de forage de ce navire a d'abord atteint le sol marin à 2700 mètres de profondeur. Puis, elle a creusé à 5000 mètres dans le sol pour parvenir aux poches de gaz naturel, soit un total de 7700 mètres sous la surface de l'eau. À présent, le Deepwater Millennium va apporter une réponse à la question suivante. Ce puits laissera-t-il échapper suffisamment de gaz pour être rentable? Pour tester le flux de gaz, le navire va descendre doucement cette colonne fragile de valves et de capteurs jusqu'au fond du puits. Le Millennium est parfaitement adapté à cette tâche. C'est un navire de forage. Avec ses 220 mètres de long, il est plus étendu que 2 terrains de football. L'énorme tour qui se trouve sur le pont, le derrick, va soulever la colonne et la descendre dans l'eau par un trou percé au centre du navire. La colonne va transiter par ce conduit, un tube d'acier d'un peu moins de 2700 mètres de long, qui s'étend de la surface de l'océan au sommet du puits. Une fois les appareils de mesure installés dans le puits, les ingénieurs pourront voir depuis le navire si le gaz naturel s'écoule librement. Ils s'apprêtent à faire entrer la colonne dans le conduit du puits. Un peu plus vers toi, Jason. C'est une opération délicate. Elle est bien en place? Le moindre choc pourrait endommager les joints qui retiennent le gaz à l'intérieur et l'eau à l'extérieur. Fais attention à tes doigts, tu pourrais te faire mal. Les hommes placent la colonne en haut du conduit et commencent à l'abaisser. Mais soudain, elle s'arrête. Si la colonne est coincée, cela pourrait retarder l'opération et coûter cher. Ça peut nous prendre 10 à 12 heures pour régler le problème. Tu vas bientôt lui dire d'arrêter. Dès que ça entre en contact, il faut qu'il arrête. Stop, stop. Les hommes examinent la colonne pour identifier le problème, elle ne bouge pas. Ils essaient de l'agiter doucement. C'est dedans? Regarde, il faut la pousser comme ceci. Tu peux aller voir là-bas? Voilà la solution. La colonne glisse enfin à l'intérieur du tube. Il faudra 2 jours pour que le matériel de mesure parvienne à destination. 2 jours pour que l'équipe puisse répondre à cette question cruciale. Le puits creusé au fond de l'océan fonctionnera-t-il? Le Deepwater Millennium navigue au-dessus d'un puits de gaz dans le golfe du Mexique. Après plusieurs revers et retards, les hommes reçoivent enfin le signal qu'ils attendaient. Le matériel de mesure a atteint le puits par 2700 mètres de fond. Il est temps de savoir si ce dernier peut produire du gaz. À l'aide d'un ordinateur, les ingénieurs ouvrent les valves à l'intérieur du puits et le gaz commence à se répandre. L'équipe contrôle chaque capteur et chaque valve. Le test est un succès. Le gaz s'écoule librement du puits.
En fin de compte, il faut bien faire le travail en amont. Ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est essentiel. Le Millennium a creusé 15 puits qui fonctionnent parfaitement. À présent, il est temps de passer à l'étape suivante, poser les pipelines qui relieront chaque puits à la plateforme centrale. Il s'agit d'installer avec précision un vaste réseau de tubes au fond de l'océan. Un autre navire prend la relève. Le Loreley est expert dans l'installation de pipelines. Il s'étire sur 183 mètres de long, soit la longueur de 2 terrains de football. Un énorme équipement de fabrication de tubes occupe près des 2/3 de sa coque. À l'arrière, une rampe de 60 mètres, appelée Stinger, envoie les pipelines au fond de l'eau. Créer un réseau de pipelines, c'est comme construire un système de canalisation à près de 3000 mètres sous la surface de l'eau. Toute la difficulté consiste à poser chaque tube sur l'emplacement prévu pour lui. Il suffit de dévier de quelques centimètres pour créer un énorme enchevêtrement de tuyaux. Le vent, les courants et la profondeur record rendent la tâche encore plus dure. On n'a jamais travaillé à cette profondeur. Assembler tous ces petits tuyaux par 2700 mètres de fond, c'est comme un immense puzzle. Le Loreley n'a que quelques mois pour fabriquer et poser les pipelines avant l'arrivée de la plateforme de production de gaz. Or, l'été est la saison des ouragans. Il faut installer ce tuyau avant d'être surpris par le mauvais temps. Sous le pont se trouve une immense cale contenant près de 10 tonnes de tubes d'acier. Les tuyaux ne peuvent pas être soudés au fond de l'océan. Cela se fait ici, sur une chaîne de soudure équipée de matériel de pointe. D'énormes appareils soulèvent des tubes de 12 mètres de la cale pour les placer sur la chaîne de soudure. Les tubes que l'on voit ici formeront un seul et même conduit de 72 km de long. Cette station de soudure fonctionne simultanément. À chaque station, on applique une couche supplémentaire, ce qui renforce les soudures. En haute mer, la moindre faille pourrait briser le conduit, ce qui arrêterait l'écoulement de gaz. On examine donc chaque soudure avant de faire sortir le tube par l'arrière du navire et de le placer sur la rampe où il est emmené au fond de l'océan. Curieusement, même un tube d'acier de plus de 2,5 cm d'épaisseur ploie sous son poids comme un tuyau d'arrosage. 3600 mètres de tubes sont suspendus entre le navire et le fond de l'océan et forment un arc géant. Le Loreley fonctionnera 24 heures sur 24 pour produire jusqu'à 5 km de tubes par jour, ce qui en fait l'un des navires les plus rapides du genre au monde. À présent que la construction de puits et de pipelines est en cours, il est temps de passer à l'étape 3 du projet, poser les câbles qui contrôleront le flux de gaz de chaque puits. Cette tâche revient au Toisa Perseus. C'est l'un des seuls bateaux au monde qui puisse installer des câbles à cette profondeur. Des kilomètres de câbles sont enroulés sur ces immenses bobines. Et le pont arrière est plus grand que 3 terrains de basket. C'est bien nécessaire, car c'est ici que les énormes connecteurs de câbles sont entreposés. On installe un connecteur près de chaque puits, puis on pose un câble qui court le long du tube jusqu'à la plateforme centrale. Ces câbles constituent une partie essentielle du réseau. En fournissant l'énergie électronique et hydraulique pour ouvrir et fermer les valves des puits, ils permettront à l'ingénieur de contrôler le flux de gaz d'un puits depuis la plateforme centrale à 70 km de là. Première étape,
sortir soigneusement le câble de la cale. Sous le pont, ces énormes bobines contiennent le câble le plus long du chantier, 20 km de long pour 1200 tonnes, soit le poids de 700 voitures. On fait passer l'extrémité du câble par un rouleau afin d'empêcher que ses composants internes ne s'entortillent. C'est une manœuvre difficile qui oblige à relâcher le câble entre deux grues. Une fois en place, il est abaissé jusqu'au pont. On attache une tige au bout du câble. À présent, il faut insérer la tige dans le connecteur qui se trouve déjà au fond de l'eau. C'est comme mettre une fiche dans une prise, à ceci près que le câble fait environ 3 km de long. Deux énormes tensionneurs s'approchent du câble. Leurs bras, qui s'apparentent aux bras d'un tracteur, supportent tout le poids du câble lorsqu'il est abaissé. La descente se fait par un trou au centre du navire, sur 2700 mètres. C'est là que le véritable défi commence. Insérer la tige dans une prise grande comme un seau. Une fois que le câble est dans l'eau, on ne peut plus faire machine arrière. Ok, ça descend, ça descend. Après un trajet de 4 heures, c'est le moment de vérité. Le câble arrive au fond de l'océan à 3-4 mètres du connecteur. Ces véhicules télécommandés sont les yeux et les mains des ingénieurs. Ils sont lancés depuis le navire au début de chaque opération sous-marine. Sans eux, les ingénieurs ne peuvent pas installer la tige du câble. Ils dirigent le Toysa Perseus de manière à se rapprocher des structures métalliques. S'ils heurtent un objet et qu'ils endommagent la tige high-tech, ce câble d'une valeur de plusieurs millions d'euros sera perdu. Les hommes du Toysa Perseus sont tendus. Le succès du projet dépend de leur capacité à installer les câbles de commande le long du vaste réseau sous-marin. Mais ils ont du mal à aligner un de ces câbles sur le connecteur. On tente le coup? C'est un véritable défi de faire glisser la tige du câble dans la petite prise du connecteur. C'est comme tirer un but depuis un avion à 2700 mètres d'altitude. Le vent et le courant marin font constamment dévier le Perseus. À cette profondeur, un navire ne peut pas jeter l'ancre. Pour le Perseus et les autres navires géants, il existe une technique pour atteindre exactement sa cible. Le positionnement dynamique. Des ordinateurs mesurent chaque facteur influant sur la position du bateau et contrôlent les moteurs pour s'arrêter à un point précis, aller en avant, en arrière et même de côté. Sur le pont du Perseus, les ingénieurs s'en remettent à un véhicule télécommandé pour diriger la tige vers sa cible. Ils sont près du but. Le véhicule met la tige en place. Ça y est. Mais il y a un problème. Ça ne ferme pas. Mets-la sur la plaque pivotante et essaie de la tourner. La tige est en sens inverse. Et le véhicule ne peut rien faire pour la retourner. Sans une connexion parfaite, ce câble sera inutilisable. Les hommes trouvent alors une stratégie. Ils changent la position du Perseus. En tournant, le navire fait pivoter le câble
et la tige se place sur son axe. On a laissé un maître de jeu à l'intérieur. Le plan fonctionne. Oui, entendu, je vais m'arrêter dessus. La tige finit par entrer dans la prise. Tu peux la suivre et contrôler la prise de contact? À présent que le plus dur est fait, le Perseus peut poser les kilomètres de câbles qui contrôleront le flux de gaz du puits. Les puissants navires ont accompli 3 des 5 grandes étapes du projet de forage en mer. Ils ont testé les 15 puits, posé les quelques 340 km de tubes pour transporter le gaz jusqu'à la plateforme centrale et installé les câbles de commande à travers le réseau. Il reste une étape majeure, construire le gazoduc géant pour acheminer le gaz vers la côte. Il faudra environ 20 000 tubes et des mois de travail pour construire ce conduit de 217 km de long. Et un seul navire au monde a la capacité de le construire, le Solitaire. L'énorme gazoduc doit être installé avant que la plateforme centrale ne pompe du gaz. Peu de vaisseaux seraient prêts à tenter cette mission, mais le Solitaire fait figure d'exception. C'est le plus grand navire de pose de tubes au monde. Il fait 365 mètres de long. On pourrait donc aisément coucher la tour Eiffel sur son pont. Une chaîne d'assemblage de tubes couvre toute la longueur du vaisseau. Et à l'arrière, une énorme rampe envoie les tubes au fond de l'eau. Comme le Loreley, l'autre navire de pose de tubes du projet, le Solitaire construit le gazoduc en un mouvement continu. Il soude les tubes à l'intérieur de sa coque, puis dépose le conduit ainsi obtenu au fond de l'eau. Mais il le fait à bien plus grande échelle que le Loreley. Les 6 grandes cales du Solitaire contiennent plus de 21 000 tonnes de tubes, soit plus que le poids de 120 avions gros porteurs. Mais elles ne restent pas longtemps pleines. Le Solitaire peut poser 6,5 km de gazoduc par jour. D'énormes barges réalimentent constamment le navire en tube pour le maintenir en activité. C'est là que les grues du navire interviennent. Elles sont ultra rapides. La plupart des grues n'ont qu'une seule flèche. Ces monstres ont 2 bras, ce qui leur donne une précision et une rapidité remarquables. Ce sont des modèles uniques. Ce sont les seules grues à 2 flèches. Elles sont très rapides. Pour terminer le projet dans les temps, le Solitaire doit construire et poser rapidement le gazoduc. Tout se passe ici, sur cette chaîne de soudure, où les ouvriers transforment les différents tubes en un seul conduit de 217 km de long. Les tubes de 12 mètres et de 6,5 tonnes sont assemblés ici. Voici le secret du Solitaire. Les autres navires ne peuvent assembler que des tubes de 12 mètres pour fabriquer un seul gazoduc à la fois. Le Solitaire, lui, peut traiter ces monstres de 24 mètres. Pour commencer, les ouvriers rabotent les extrémités du tube pour obtenir une surface lisse et propre. Puis, le tube passe par 8 différentes stations, chacune d'elles venant renforcer les soudures. Un appareil spécial manœuvre même à l'intérieur de l'énorme conduit. Il faudra plus de 21 000 soudures pour fabriquer le gazoduc. Une fois ce travail achevé, une cloche sonne et le conduit semble sortir de l'arrière du navire pour entrer dans l'eau.
Mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Au fond de l'océan, des kilomètres de tubes sont reliés directement au navire, telle une ancre géante. Et tels des chenilles de tracteur, d'énormes tensionneurs pressent le gazoduc pour le retenir ou le faire sortir. C'est vraiment le navire qui fait avancer le conduit pour qu'il passe par la chaîne de soudure et qu'il entre dans l'eau. Le Solitaire est en activité 24 heures sur 24 pour finir le gazoduc dans les temps. Il n'a encore jamais posé un pipeline à cette profondeur, mais le plus dur reste à faire. Installer un grand raccord pour relier les futurs pipelines au gazoduc. Fixer le raccord au gazoduc ne devrait pas poser de problème. La difficulté sera de sortir cette structure volumineuse d'une chaîne de montage conçue pour des tubes. L'équipe a un plan, mais c'est risqué. À 216 km de là, sur la côte texane, le travail s'accélère pour terminer la dernière partie du projet, la plateforme centrale. Cette énorme structure flottante traitera tout le gaz provenant des 15 puits sous-marins et le fera transiter par le gazoduc jusqu'au littoral. La plateforme sera bientôt remorquée jusqu'au gisement de gaz, mais d'abord, il faut finir de la construire. L'installation se compose de deux parties, l'unité supérieure, ou plateforme de traitement, et l'unité inférieure, une coque qui maintiendra la structure à flot. Cette plateforme massive produira 300 millions de mètres cubes de gaz naturel par jour, ce qui couvrira les besoins domestiques de 5 millions de ménages américains. Une fois terminée, cette structure sera le nœud du plus grand réseau de production de gaz du Golfe et la plateforme de forage la plus profonde au monde. Mais il faut d'abord assembler les unités supérieures et inférieures. Un navire géant arrive au port, le Mighty Servant 3. À l'arrière, l'énorme coque de flottaison, une structure de 4 tours sur laquelle la plateforme reposera. Le Mighty Servant a transporté cette coque depuis Singapour, son lieu de construction, ce qui représente un trajet de quelques 16 000 km. À présent, il doit décharger sa cargaison et pour cela, il procède d'une manière très inhabituelle. À l'intérieur, d'énormes ballastes vont s'immerger lentement et le navire va ainsi descendre de 2 étages sous l'eau. Puis, les remorqueurs déchargeront la coque. C'est simple, mais dangereux. Le navire et sa cargaison peuvent très vite devenir instables. Et les immenses tours de la coque peuvent prendre le vent comme des voiles. En cas de bourrasque, le bateau risque de tanguer, détruisant tout sur son passage. Les conditions météorologiques doivent être parfaites. Aujourd'hui, cependant, la nature en a décidé autrement. Dans le golfe du Mexique, le Solitaire est sur le point d'attaquer une mission difficile. Le navire a déjà installé des kilomètres de conduits pour acheminer le gaz vers la côte. À présent, il doit installer un énorme raccord afin de relier les futurs pipelines au gazoduc. D'abord, il faut fixer le raccord au gazoduc, mais il y a un problème. Les 2 éléments doivent être parfaitement alignés. Or, l'outil prévu à cet effet est coincé dans le raccord, ce qui bloque toute l'opération. Tandis que le reste de l'énorme usine attend, les ingénieurs se démènent pour libérer l'outil. On ne peut pas le retirer à la main, on va utiliser un treuil pour le dégager.
Le problème se règle à l'aide d'un treuil à chaîne et à la force des bras. Le solitaire est de nouveau en activité et le raccord est acheminé vers la chaîne de soudure. C'est là que l'opération devient dangereuse. Quand le gazoduc sort de la coque du solitaire, 3 énormes pinces, appelées tensionneurs, supportent son poids, soit 655 tonnes de tubes suspendus entre le navire et le fond de l'océan. Mais pour laisser passer l'énorme raccord, chaque tensionneur doit être ouvert un par un. Et tout le poids du gazoduc est transféré sur 2 tensionneurs seulement. Si l'un d'eux vient à lâcher, des centaines de mètres de tubes s'enchevêtreront en descendant au fond de l'océan. Le solitaire commence par faire glisser le raccord sur la chaîne de soudure. Le premier des 3 tensionneurs s'ouvre. Tous les regards sont tournés vers le raccord. Les 2 autres tensionneurs ploient sous la charge, mais résistent. Deux fois encore, un tensionneur s'ouvre et tout le poids est supporté par les 2 autres. Enfin, le raccord a franchi les tensionneurs et descend au fond de l'eau. C'est un grand succès pour le solitaire et un pas de plus vers l'objectif final, installer le gazoduc dans les temps. Sur la côte texane, la gigantesque plateforme de production de gaz et la coque qui la fera flotter doivent être assemblées. Mais d'abord, il faut sortir cette coque du navire, le Mighty Servant III. Cet énorme cargo s'enfonce dans l'eau pour décharger sa cargaison par flottaison. Depuis ces dernières heures, une forte brise empêche de déplacer la coque. Enfin, le vent tombe. À présent, il faut immerger le Mighty Servant III, ce qui est une manœuvre délicate. Les tours imposantes du navire se dressent comme 4 énormes voiles. Chaque fois que le vent souffle, la structure massive exerce une très forte pression sur les amarres. Sur le pont du Mighty Servant, le capitaine contrôle soigneusement l'immersion des ballastes. Au cours des 10 prochaines heures, le navire va s'enfoncer lentement dans les eaux du port. Enfin, après un long périple depuis Singapour, la coque est à flot. À présent, nous allons assister à une opération de levage époustouflante. La plateforme de gaz à la taille d'un pâté de maison et pèse près de 9000 tonnes. Il va falloir la monter de 60 mètres avant de la placer stratégiquement sur les piliers de la coque. C'est comme soulever un navire de guerre de 150 mètres. Pour accomplir cette tâche, on a recours à un appareil de levage spécialement conçu pour les charges lourdes. C'est l'un des plus grands du genre au monde. Première étape, faire glisser les accastillages le long de ces rails et sur cette barge. Pour cela, il faut 2 énormes treuils et un peu de graisse. Les hommes en salopette blanche appliquent de la graisse sur les rails. On appelle ça de la cire de potiron parce que ça a la couleur du potiron. Mais c'est gluant, collant. Ma femme me dit que chaque fois que je marche dessus, ça reste collé. Les treuils tournent et la plateforme de 7 étages commence à bouger.
Au bord de l'océan, l'opération se corse. Dans les ballasts de la barge, il faut soigneusement ajuster le niveau de l'eau pour supporter l'énorme charge. Huit heures plus tard, la plateforme est enfin sur la barge. Des remorqueurs placent la plateforme sous l'appareil de levage. Et les ouvriers attachent d'énormes portiques en A pour la soulever. Mais un vent fort souffle de nouveau. Dans ces conditions, il sera quasiment impossible d'aligner parfaitement la coque sous la plateforme. On doit s'assurer que la coque est dans la bonne position avant de commencer l'opération de levage. Parce qu'on n'a qu'une tolérance de 7 à 8 cm, et donc la coque doit être parfaitement placée. Pour l'heure, l'opération est en suspens, mais cela ne ralentira pas un autre navire géant. Dans le golfe du Mexique, on prépare l'emplacement définitif de la plateforme. Pour que celle-ci résiste aux eaux houleuses du golfe, il faudra de solides blocs d'ancrage et un navire spécial pour les installer. Le Boulder. Les colonnes de sa coque en forme de ponton le rendent très stable. C'est essentiel pour soulever les énormes blocs d'ancrage qui stabiliseront la plateforme au fond de l'océan. Avec son pont massif, il ressemble davantage à une plateforme qu'à un navire. Si le Boulder n'installe pas correctement les blocs d'ancrage, la plateforme risque de dériver. C'est ce qui est arrivé à cette superstructure. Thunder Horse était la plus grande plateforme du Golfe jusqu'à ce que l'ouragan Dennis l'arrache à ses amarres. Pour être sûr que cela ne se produise pas, les ingénieurs vont installer 12 blocs d'ancrage au fond de l'eau. Un câble de 4 km de long reliera chacun de ces piliers à la plateforme flottante. Le Boulder doit relever un défi de taille, fixer chaque pilier au bon emplacement et à niveau, par près de 3000 mètres de fond. S'il y parvient, ce seront les piliers les plus profonds jamais installés en mer. Pour cela, on utilisera les grues du navire parmi les plus puissantes du genre. Ensemble, elles peuvent soulever 7000 tonnes. Mais ce n'est pas qu'une question de force, c'est aussi une question de précision. Le Boulder est équipé de 7 moteurs qui l'aident à maintenir sa position. En effet, il est essentiel de rester en place, surtout pour installer des piliers de cette taille. Chacun d'eux pèse plus de 200 tonnes, soit l'équivalent de 5 semi-remorques. Il mesure 27 mètres de long et 5 de diamètre. Pour les installer, il faut une coordination parfaite entre les grues, les moteurs, le treuil, le véhicule télécommandé et l'équipe sur le pont. Des barges transportent les piliers jusqu'au navire, puis les grues les déposent délicatement à bord. Les hommes attachent un harnais et des chaînes pour soulever les piliers. C'est une manœuvre difficile et dangereuse. Il faut utiliser la plus grande chaîne à bord et la vérifier minutieusement. La moindre faille pourrait conduire à la catastrophe. Il regarde s'il n'y a pas de fissure microscopique à la surface de cette chaîne. Elle pourrait s'agrandir sous le poids des piliers pendant l'opération. Si jamais ça arrivait, la chaîne pourrait se briser et ce serait un vrai désastre. Les deux grues soulèvent le pilier et le retournent. L'opération se déroule sans problème
et le pilier se retrouve à côté du navire. Sur le pont, les hommes contrôlent chaque mouvement. Si le boulder n'est pas à niveau ou s'il se met à tanguer, l'énorme pilier risque de s'écraser sur le pont ou de faire un trou dans le navire. Avec une telle charge d'un seul côté, on s'imagine que le bateau peut basculer. Mais sur le pont, on contrôle les ballastes de la coque pour faire contrepoids. Le pilier s'enfonce dans l'eau. Puis, après un grand jet d'air, il entame un trajet de 4 heures qui va le faire descendre à près de 3000 mètres de profondeur. L'énorme pilier doit être placé entre une série de bouées au fond de l'océan et installé dans le bon angle. Le vent est favorable, mais le courant, lui, pose problème, et le boulder a bien du mal à se maintenir en place. Si le pilier n'est pas installé convenablement, il pourrait céder à l'énorme pression du câble de 4 km de long. Le pilier est suspendu à quelques centimètres seulement du fond de l'océan. Les hommes doivent accomplir un véritable tour de force. C'est comme si, du haut d'un gratte-ciel, on essayait de planter un clou attaché au bout d'une ficelle à un endroit précis du trottoir. Les véhicules télécommandés sont les yeux des ingénieurs. Ils leur permettent d'approcher le pilier massif de son emplacement prévu. Il faut faire vite pour que les piliers soient prêts avant l'arrivée de la plateforme. Le boulder s'approche de l'emplacement prévu. Il est prêt à installer l'un des 12 piliers qui fixeront la plateforme au centre du gisement de gaz. C'est parti. Le pilier de 200 tonnes s'enfonce dans l'eau. Est-ce que je peux avoir un gros plan? Sous l'effet de son poids, le pilier s'enfonce de 13 mètres. Il est en place, mais est-il bien aligné? L'orientation est excellente, sans doute la meilleure qu'on ait obtenue jusqu'ici. C'est très bien. Le véhicule télécommandé passe à l'étape suivante. Il ferme les valves situées à l'extrémité du pilier. Puis il installe une puissante pompe qui aspire l'eau à l'intérieur du pilier et celui-ci s'enfonce un peu plus dans le sol. Mission accomplie. Mais sur le navire, les hommes n'ont pas le temps de se réjouir. Ils vont travailler 24 heures sur 24 pour installer les 3 autres piliers avant l'arrivée de la plateforme. Le projet est presque achevé. Les 15 puits, les 354 km de pipeline, les 193 km de câbles de commande et les 12 piliers sont quasiment prêts pour l'arrivée de la plateforme. Au Texas, c'est le compte à rebours avant la grande manœuvre, le dernier défi pour les ingénieurs. Hisser la plateforme de quelques 9000 tonnes sur les 4 tours de sa coque de flottaison. Cette tâche sera accomplie par l'un des plus grands appareils de levage au monde. Mais il ne s'est encore jamais attaqué à une charge aussi importante. Dans la cabine de contrôle, les ingénieurs dirigent sans cesse les mouvements de la grue en vue de la grande manœuvre. Les gigantesques flèches mesurent 150 mètres de long. 37 km de câbles courent le long des moteurs et des treuils. Capteurs et câbles installés sur les flèches transmettent continuellement des données aux ingénieurs.
Sur la plateforme et sur la barge, on effectue les dernières vérifications. Puis tout le monde se met à l'abri, hormis quelques hommes. Un câble rompu pourrait envoyer la gigantesque plateforme par le fond. Les moteurs de la grue commencent à tourner. Les câbles supportent l'énorme charge. Puis, un bruit attire l'attention de chacun. Le câble d'un portique de levage s'est ajusté sous la pression. L'opération se poursuit. Les câbles se tendent au moment où la grue supporte tout le poids de la plateforme. Puis, soudain, un côté de la structure est dégagé. Dans la salle de contrôle, on vérifie de nouveau chaque capteur. Les moteurs et les treuils tournent et la plateforme de près de 9000 tonnes est suspendue dans l'air. Mais le plus dur est à venir. Installer cette structure massive aux 4 points de sa coque de flottaison. Tout d'abord, il faut lever un peu plus la plateforme pour faire de la place à la coque. Puis, 4 remorqueurs manœuvrent de concert pour tourner la coque et la mettre en place. En haut de la coque, une tige permettra d'établir un contact parfait. La coque doit être parfaitement positionnée pour que la tige entre dans un orifice de 60 cm de diamètre. À présent, le chef d'équipe doit enfiler cette tige et assembler la plateforme avec la coque. Ces gros câbles métalliques relient la coque à la terre ferme. Ils contrôleront sa position sous la plateforme. Le chef d'équipe communique en permanence avec ses hommes postés sur les tours de la coque. Il dirige la plateforme massive pour l'abaisser. Avec une tolérance de 7 à 8 cm, tout doit être parfait. Or, l'alignement ne convient pas. On est à un poil près. S'il continue, la tige heurtera un côté de l'orifice et la plateforme n'aura pas les points de jonction qu'il lui faut. Le chef d'équipe demande d'ajuster les câbles. La plateforme s'abaisse un peu plus. Un côté entre en contact, mais il y a un problème. Les 3 autres angles ne correspondent pas. Oui. En fait, il faut modifier la position de la flèche nord. Dans la cabine de contrôle, les ingénieurs abaissent une des flèches de quelques centimètres. La plateforme s'enfonce un peu plus. Les autres angles de la structure sont parfaitement alignés sur les tours de la coque. Maintenant, c'est impeccable. Ils ont réussi. La plateforme centrale est achevée. C'est un moment crucial pour ce projet de forage en mer, particulièrement ambitieux. La plateforme va être acheminée dans le Golfe et reliée au vaste réseau de puits, de tubes et de câbles. C'est la pièce maîtresse du réseau de gaz naturel le plus profond au monde.